Le dimanche où tout a commencé, on était coincés autour de la table de Margaret, celle qui garde toujours la nappe blanche même quand personne ne vient. Ça sentait le poulet trop cuit et le citron de son produit vaisselle. Mon frère Emma, oui, Emma, c'est son deuxième prénom, et ma tante aime le répéter comme une preuve qu'il est spécial, parlait de son dernier bulletin comme si c'était un petit journal télévisé. Jessica hochait la tête pour l'encourager. Sarah souriait avec cette gentillesse qui fait un peu mal parce qu'elle ne sait pas où poser ses mains. Et Amanda, ma cousine, faisait tourner son verre entre ses doigts. Moi, j'avais posé mes coudes trop près des assiettes et j'entendais déjà la phrase avant qu'elle arrive, comme un train qu'on reconnaît de loin. Toi, t'as toujours été plus sensible, a dit Jessica, doucement, pas méchamment, comme si c'était une qualité qu'on protège d'un courant d'air. Puis Margaret a ajouté, presque en riant, « Et puis les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM, tu sais. Tu serais très bien ailleurs. » Je me suis sentie rougir pour quelque chose qui n'était pas une faute, juste une place qu'on m'avait attribuée sans me demander. Mon frère a levé les yeux, comme s'il cherchait une caméra invisible, et il a dit « De toute façon, la fac Community College, c'est plus ton niveau, non ?» Personne n'a crié, personne n'a insulté. C'était pire, c'était calme. J'ai coupé un morceau de pain trop petit, juste pour faire quelque chose avec mes doigts. Je n'ai pas répondu parce que je savais déjà quelque chose qu'il ne savait pas. Ce qu'il ne savait pas n'était pas impressionnant, c'était juste quelque chose que je n'avais dit à personne encore. Après ce dîner-là, j'ai ramené chez moi un silence qui collait à mes vêtements comme l'odeur de cuisine. Dans ma chambre, la lumière du lampadaire entrait en biais entre les stores, dessinant des lignes sur mon bureau, comme des barreaux. J'ai posé mon sac au sol et j'ai senti le poids des brochures qui s'étaient froissées dans la journée, celles que j'avais récupérées au CDI, en faisant semblant de chercher un roman. Une brochure de Stanford dépassait un peu, et j'ai eu un mouvement idiot, presque honteux, pour la pousser au fond, comme si quelqu'un pouvait me surprendre à vouloir quelque chose d'aussi loin. Sur l'étagère, il y avait une photo de campus qu'Amanda m'avait envoyée après sa visite d'université, des feuilles rouges au sol, des étudiants en sweatshirt, et j'avais zoomé sur les visages en me demandant si on pouvait vraiment appartenir à un endroit comme ça sans avoir été choisi depuis l'enfance. Je me suis assise sur mon lit sans enlever mes chaussures. Sur mon téléphone, il y avait des notifications que je n'avais pas ouvertes, des mails d'orientation, un rappel de dossier et un message vocal de Sarah, juste pour prendre des nouvelles. J'ai laissé l'écran s'éteindre. Dans ma tête, la phrase « plus sensible » tournait comme un morceau de chewing-gum qu'on n'arrive pas à jeter. Pourtant, j'ai ouvert mon ordinateur, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que ça me démangeait, comme quand on sent un fil qui dépasse et qu'on veut tirer doucement. J'ai tapé mon mot de passe et j'ai regardé le portail d'inscription sans cliquer. L'onglet est resté ouvert, immobile, comme une porte entrebâillée, et je n'ai pas réalisé tout de suite que cette hésitation allait me suivre ailleurs, dans un endroit que je n'aurais pas osé nommer à voix haute. À l'école, j'avais appris à être discrète dans les bons moments, et encore plus dans les mauvais. En cours de sciences, le prof posait des questions en regardant d'abord les garçons, comme si leurs réponses étaient plus naturelles, et que les miennes seraient forcément le résultat d'un effort suspect. Une fois, il a même dit, sans réfléchir, « C'est bien pour une fille », et la classe a ri doucement, pas méchamment comme on rit d'une maladresse. J'avais ri aussi, parce qu'on rit quand on veut rester dans la pièce. Mon frère, lui, trouvait toujours le moyen de dire ses réponses avec confiance, même quand il se trompait. Il avait ce talent-là, occuper l'air. Moi, je prenais des notes, beaucoup trop. Des lignes serrées, des flèches, des petites corrections au crayon qui noircissaient la marge. À la maison, Jessica aimait répéter « Ton frère est le malin, toi tu es la travailleuse », comme si c'était un partage équitable. Margaret racontait à qui voulait l'entendre qu'Emma avait un cerveau de mathématicien et qu'une fille, ça pense autrement. J'avais envie de demander ce que ça voulait dire exactement, mais je savais que je n'aurais pas aimé la réponse. Alors je faisais semblant que ça ne piquait pas, même quand ça piquait. Le soir, je révisais tard, pas parce que je voulais battre quelqu'un, mais parce que je n'arrivais pas à m'endormir avec cette sensation d'être un brouillon. Je gardais certaines feuilles dans une pochette bleue, comme si elles étaient secrètes. Parfois, je m'imaginais un futur où je n'aurais pas à expliquer pourquoi j'étais là. Je n'ai rien dit à personne, parce que le simple fait de le dire aurait rendu tout ça fragile. Et il y avait un détail que je cachais même à moi-même, un chiffre qui dormait dans un dossier en attendant le moment où il deviendrait dangereux. Le jour où les résultats du SAT sont arrivés, la maison était étrangement calme. Il pleuvait, une pluie fine qui collait aux vitres et rendait le salon plus petit.
Jessica avait laissé la télévision allumée, sans le son, et Margaret pliait du linge sur le canapé comme si c'était une urgence. Mon frère a ouvert son enveloppe en premier, sans cérémonie, puis il a haussé les épaules. 1200. Il a dit « c'est pas mal », avec une assurance tranquille, et tout le monde a approuvé, parce que c'est plus facile d'approuver que de comparer. Quand ça a été mon tour, j'ai senti mon cœur se mettre à taper dans mes doigts, comme si mes mains avaient un pouls. J'ai ouvert mon enveloppe dans ma chambre, seule, assise par terre contre la porte, parce que je ne voulais pas que le papier tremble devant eux. 1580. Je l'ai relu plusieurs fois, pas pour savourer, plutôt pour vérifier que je ne lisais pas de travers. J'ai eu une réaction bizarre, pas joyeuse, une sorte de froid dans le ventre, parce que je savais ce que ça allait changer. Pas à l'extérieur, mais dans ma tête. Je n'ai pas couru l'annoncer. J'ai glissé la feuille dans la pochette bleue, sous d'autres documents, comme on cache une allumette dans une maison trop sèche. À table, le soir, Margaret a dit « Bon, vous êtes à peu près au même niveau, c'est bien ». Je me suis entendue répondre « oui » avec une voix trop douce, presque reconnaissante. Je n'ai pas corrigé. J'ai mâché lentement, comme si je pouvais avaler le moment. Et j'ai su, avec une clarté triste, que mon score ne servirait à rien si je ne savais pas quoi en faire. Cette feuille est restée dans mon sac plus longtemps qu'elle n'aurait dû. J'ai commencé à étudier comme si je le faisais pour une personne imaginaire qui ne me connaissait pas encore. Pas de planning sur le mur, pas de post-it motivant. Juste des soirs où je laissais la lumière de ma lampe allumée après minuit, le reste de la maison endormie, et le bruit de la chaudière qui se déclenchait parfois comme un soupir. Je mettais des écouteurs sans musique, juste pour que personne ne m'adresse la parole si quelqu'un se levait. Dans les manuels, les exercices se ressemblaient, mais moi je cherchais la sensation d'être solide, pas brillante. Au lycée, on parlait des universités comme de planètes. Princeton, c'était pour ceux qui avaient déjà un tuteur privé et une histoire familiale qui sonnait bien. Je ne disais pas que j'avais téléchargé les formulaires d'inscription, ni que j'avais lu les questions de dissertation en cachette dans le bus. Sarah m'envoyait des messages. « Tu viens à la cérémonie d'Emma ?» Et je répondais « bien sûr », parce que je venais toujours. À la cérémonie, mon frère recevait des certificats, des petites plaques en plastique doré, et Jessica avait des larmes dans les yeux comme si c'était la première fois qu'elle voyait son enfant. Moi, je tapais des mains et je sentais le plastique des chaises pliantes collées à mes cuisses. Amanda se penchait parfois vers moi pour chuchoter « Tu es sûre que ça va ?» Et je disais oui, parce que c'était plus simple. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas jalouse, j'étais juste fatiguée d'être invisible, comme un objet qu'on déplace sans y penser. En rentrant, j'ai trouvé un mail non ouvert de l'orientation et je l'ai marqué lu, sans le lire, par réflexe. Je ne savais pas encore que certains mails qu'on n'ouvre pas finissent par décider à notre place. Il y a eu un moment, un soir banal, où j'ai compris que mon secret ne tiendrait pas tout seul. Jessica était dans la cuisine, les mains dans l'eau savonneuse, et elle parlait de l'année prochaine, comme si c'était déjà écrit. « On va regarder des programmes pas trop loin », a-t-elle dit. « Comme ça, tu restes à la maison. Et puis, franchement, les grandes écoles, c'est trop dur. » Elle a dit dur comme on dit dangereux. J'ai senti une chaleur monter, pas de colère, plutôt une envie de respirer autrement. Je me suis approchée du frigo, j'ai fait semblant de chercher quelque chose à boire. Sur la porte, il y avait des aimants, un calendrier et une photo de campus que mon frère avait prise lors d'une visite organisée. Sur la photo, il souriait devant un bâtiment en briques, heureux d'être dans le cadre. J'ai pensé à la brochure de MIT qui était cachée dans mon tiroir, aux pages lisses, au laboratoire, aux étudiants qui avaient l'air d'appartenir à leur propre intelligence. Je n'ai rien dit. À la place, j'ai proposé de sortir les poubelles. Dehors, l'air était froid et la rue sentait la terre mouillée. J'ai resté un instant à côté des bacs, le sac dans la main, comme si j'attendais une autorisation. Dans ma poche, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que répondre trop tôt aurait tout abîmé. Et ce silence-là, ce petit refus, a commencé à prendre une forme, comme une décision qui n'ose pas encore se nommer. À force de ne pas parler, je me suis mise à écouter. Les adultes parlent toujours quand ils pensent qu'on n'est pas vraiment en train d'entendre. Margaret disait à Sarah, au téléphone, « Elle est gentille, mais elle n'a pas la tête pour ça. » Jessica répondait parfois, « Elle a besoin d'un plan réaliste. » Quand elles utilisaient le mot « réaliste », j'avais l'impression qu'ils voulaient dire « petit ». Amanda, elle, avait une manière différente de me regarder, comme si elle voyait quelque chose sans réussir à le décrire.
Une fois, elle m'a apporté un café, un gobelet chaud qu'elle a posé sur mon bureau, et elle a dit « Tu dors quand, toi ?» J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas envie de mentir, mais je n'avais pas envie de m'expliquer non plus. La nuit, je rédigeais des brouillons de lettres de motivation, et je les supprimais. Je les réécrivais différemment, pas plus impressionnants, juste plus vrais. Je me surprenais à parler de choses minuscules, l'odeur des livres, le bruit d'un cours qui commence, le plaisir de comprendre un concept sans qu'on me le donne. Je ne cherchais pas à paraître brillante, je cherchais à paraître vivante. Il y avait aussi cette honte étrange, l'idée que si j'osais trop, on allait me remettre à ma place, comme un enfant qui joue à l'adulte. Sur mon ordinateur, un dossier s'appelait « Ne pas ouvrir devant eux ». Dedans, il y avait des captures d'écran de portails d'admission, des dates, des liens, et une page où j'avais noté des chiffres comme si c'était des codes. Je ne savais pas encore lequel de ces chiffres allait devenir impossible à garder pour moi, et je me demandais parfois si j'étais en train de construire quelque chose ou juste une cachette. Le premier petit signe est arrivé dans un couloir, un mardi après-midi, avec l'odeur de désinfectant et de craie humide. Mon prof de maths m'a rendu un contrôle et il a marqué un 20 sur 20, sans commentaire. Juste un trait ferme, comme si ça ne demandait pas d'explication. Ça devait être banal, mais chez moi, rien de ce qui me concernait n'était vraiment considéré comme important tant que ça ne devenait pas un argument pour quelqu'un d'autre. Je l'ai glissé dans mon cahier et je me suis surprise à sourire en descendant les escaliers. Dans le bus, j'ai regardé la vitre et j'ai vu mon reflet superposé aux maisons qui défilaient. Une fille qui avait l'air normale, fatiguée, un peu pâle, et pourtant dans sa tête, il y avait une porte entr'ouverte. Le soir, Sarah m'a demandé si j'avais déjà pensé à Northwestern. Elle a dit ça comme on propose une destination de vacances. J'ai répondu « je sais pas » et j'ai senti mon cœur faire un petit bond, parce que je savais que j'y avais pensé, oui, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. J'avais déjà visité leur site à 3 heures du matin, j'avais lu des pages sur des programmes, j'avais même enregistré une photo d'un bâtiment à la lumière dorée. Je n'en parlais pas parce que parler c'était donner prise. Dans ma chambre, j'ai imprimé un document et le bruit de l'imprimante a été si fort que j'ai arrêté la machine à la seconde où la feuille est sortie. Je l'ai pliée en 4 et je l'ai glissée dans un livre, comme une lettre d'amour. Ensuite, j'ai vu 3 appels manqués d'un numéro inconnu et je les ai laissés là. Non pas par défi, plutôt par peur d'entendre une voix qui me demanderait qui je croyais être. Le temps des décisions est arrivé comme arrivent les examens. On sait la date, mais on ne croit pas qu'elle va vraiment tomber sur nous. On a fait un dîner spécial pour parler des candidatures. Margaret avait apporté un gâteau, Jessica avait sorti des dossiers et mon frère avait posé ses brochures au centre de la table comme des trophées. Il parlait de ce qui est logique, de ce qui a du sens, et il citait des gens qu'il ne connaissait pas. À un moment, il a lancé en riant « Elle va finir par faire un truc de lettres, non ? Ou un truc plus doux ?» Jessica a dit « Oui, quelque chose qui te correspond. » Et moi, j'ai eu cette sensation de tomber doucement, comme quand on rate une marche mais qu'on se rattrape en silence. Je me suis entendue demander « Et si je candidate ailleurs ?» Le silence a été minuscule, mais je l'ai senti physiquement, comme une main posée sur la bouche. Margaret a dit « Ma chérie, sois réaliste. » Puis, presque comme une blague, les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM. Personne n'avait l'air cruel, ils étaient même convaincus de me protéger. C'est ça qui faisait mal. Je n'ai pas sorti mes papiers, je n'ai pas mentionné Yale, que j'avais vu passer sur une liste et qui m'avait fait rire nerveusement, comme si c'était un mot trop cher pour moi. J'ai simplement dit que je réfléchirais. Plus tard, dans ma chambre, j'ai ouvert mon sac et j'ai touché la pochette bleue, comme on vérifie qu'un objet fragile est toujours là. J'ai pensé à la possibilité de tout dire, d'un coup, et j'ai eu envie de vomir. Je n'étais pas prête à transformer mon secret en débat de salon. Et pourtant, je sentais que quelque chose approchait, doucement, comme un pas dans un couloir. Une nuit, j'ai fini par ouvrir un mail que je repoussais depuis des jours. L'objet était neutre, presque administratif, mes doigts tremblaient un peu sur le trackpad. Quand la page s'est chargée, je n'ai pas compris tout de suite ce que je regardais, parce que mon cerveau cherchait une manière de rendre ça moins réel. Il y avait un montant, 125K, full ride, écrit en anglais, comme si c'était une formule magique qu'on n'avait pas le droit de prononcer. J'ai relu, j'ai cliqué, j'ai vérifié l'adresse de l'expéditeur et j'ai senti mes joues brûler, pas de joie pure, plutôt de vertige. J'ai fermé l'ordinateur presque immédiatement, comme si la lumière de l'écran pouvait réveiller la maison et trahir quelque chose. Je me suis allongée sur le dos et j'ai regardé le plafond jusqu'à ce que mes yeux piquent.
Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas eu envie d'appeler Jessica, pas tout de suite. Je ne voulais pas que ce chiffre devienne leur propriété, leur histoire à raconter à Margaret, une preuve qu'ils avaient eu raison de m'encourager. Parce qu'ils ne m'avaient pas encouragée, ils m'avaient rangée. J'ai gardé l'information pour moi, et ce secret-là était lourd d'une manière différente, plus lumineux, mais encore plus isolant. Le lendemain matin, Jessica a frappé à ma porte pour me demander si je voulais des œufs. J'ai dit non, trop vite, et elle a fait une pause, comme si elle avait entendu quelque chose de différent dans ma voix. J'ai souri, j'ai dit « je suis juste fatiguée ». Et c'était vrai, fatiguée d'être deux personnes, celle qu'ils voyaient et celle qui cliquait sur des portails d'admission en pleine nuit. Ce mail est resté ouvert dans un onglet caché, derrière des devoirs, comme une respiration retenue trop longtemps. Les semaines suivantes, j'ai vécu dans une sorte de suspense domestique. À la maison, on parlait des choix de mon frère, des visites de campus, des photos devant des panneaux, des t-shirts achetés à la boutique de l'université. On posait ces objets sur le canapé comme si c'était déjà son futur, tangible, pliable. Moi, j'avais mes propres photos, mais je les gardais dans mon téléphone, dans un album sans nom. Une photo floue d'un campus visité un samedi, la lumière froide, des arbres nus, un panneau Johns Hopkins que j'avais photographié sans faire exprès, juste parce que j'avais eu besoin de prouver à mes yeux que l'endroit existait. Je n'avais presque rien dit pendant la visite. Je marchais derrière le groupe, j'écoutais, et je sentais mon cœur se calmer d'une manière nouvelle, comme si l'air y était différent. De retour, Margaret m'a demandé « Alors, tu as aimé ?» J'ai répondu « C'était bien », parce que tout ce qui débordait semblait dangereux. Puis elle a ajouté, légère « Bon, mais de toute façon, tu iras où tu peux, hein ?» Je n'ai pas corrigé. Dans ma chambre, j'ai reçu un autre mail, puis un autre, et je n'ai pas tout ouvert. Je laissais certains objets non lus, comme si les lire allait m'obliger à agir. Je me suis mise à ignorer des appels inconnus. Parfois, je fixais l'écran qui vibrait sur mon bureau et je me disais « Pas maintenant ». Pas par arrogance, par peur de ce que ma voix ferait si je répondais. Amanda m'a envoyé un message. « Tu fais peur là, t'es où ?» J'ai répondu « Je suis là ». Et c'était vrai aussi. J'étais là, mais pas au même endroit qu'eux. Et je n'avais aucune idée de la façon dont on traverse ce genre de distance sans casser quelque chose. Il y a eu une petite cérémonie au lycée, un truc simple, des chaises pliantes encore, des lumières trop blanches, des parents avec des téléphones levés. Mon frère a été appelé plusieurs fois. On applaudissait comme on a appris à applaudir. À un moment, mon nom a été prononcé, une seule fois, pour un prix discret, un papier et une poignée de main. Jessica a applaudi, surprise, comme si elle venait de se souvenir que j'existais aussi dans ce genre de salle. Après, dans la voiture, elle a dit « C'est bien, tu vois, tu peux réussir quand tu t'appliques ». Cette phrase m'a serré la gorge, parce que je m'appliquais depuis toujours. Ce n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était que quelqu'un d'autre l'avait vu. Le soir, j'ai ouvert un autre mail. 180K, Merit Scholarship. J'ai eu envie de rire, mais aucun son n'est sorti. J'ai imaginé Margaret prononcer Merit avec son accent, comme un mot de magazine. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allée me brosser les dents parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Dans le miroir, j'avais l'air d'une fille normale qui se prépare à dormir. C'était ça le plus bizarre. Tout ce qui se passait tenait dans des écrans et des chiffres, alors que mon visage restait le même. Quand je suis retournée dans ma chambre, il y avait un message vocal de Sarah. Je l'ai lancé, puis j'ai arrêté au bout de 3 secondes. Je n'étais pas prête à entendre sa gentillesse, parce que je craignais qu'elle fasse tomber mes défenses. Je savais que le moment où je parlerais approchait, mais je ne savais pas sous quelle forme. Et je n'avais pas encore compris que ce ne serait pas moi qui choisirais le déclencheur. Le déclencheur est venu d'une phrase bête, dite sans méchanceté, dans une cuisine qui sentait le café. Jessica racontait à Margaret au téléphone qu'elle avait peur pour moi, que je ne tiendrais pas la pression, que ce serait trop grand. Elle disait ça comme on parle d'un manteau trop lourd. Je suis entrée pour prendre une tasse et elle a baissé la voix, mais pas assez. Margaret a ri et j'ai entendu « Elle finira par se marier, ça ira ». Je ne sais pas pourquoi cette phrase-là, précisément, a fait quelque chose. Pas une colère explosive, plutôt une fatigue immense, un effondrement intérieur très calme. Jessica a raccroché et m'a dit « On parlait juste des options ». J'ai hoché la tête. Mon téléphone, sur la table, s'est mis à vibrer. Numéro inconnu. Encore. Cette fois, Jessica a jeté un coup d'œil à l'écran et a dit «
Tu vois, même eux, ils te harcèlent. Ça doit être des pubs de Community College. Elle a souri, persuadée d'être drôle. J'ai senti ma main se tendre toute seule. J'ai décroché, sans m'éloigner, sans dramatiser. Une voix polie, posée, un homme qui s'est présenté doucement. Il a dit le mot « doyen », pas comme dans les films, comme un rôle réel, avec des horaires et des dossiers. Jessica s'est figée. Je me suis surprise à parler très doucement, presque par respect pour le caractère étrange de la scène. Il posait des questions simples, vérifiait des informations, parlait d'un document manquant, d'une signature. Rien d'héroïque. Pourtant, l'air dans la cuisine a changé, comme si on avait ouvert une fenêtre sur un autre monde. Je n'ai pas regardé Jessica, j'ai fixé la table. Et je me suis dit, avec une lucidité bizarre, il s'attendait à tout, sauf à ça. Après l'appel, personne n'a tout de suite parlé. Jessica a pris une assiette dans l'évier, l'a reposée, puis a essuyé ses mains sur un torchon déjà sec. « C'était qui ?» a-t-elle demandé, comme si elle ne voulait pas vraiment savoir. J'ai répondu la vérité, mais en version petite, parce que je ne savais pas faire autrement. Un doyen, pour un dossier. Margaret, plus tard, est arrivée chez nous sans prévenir, sous prétexte d'apporter une tarte. Elle avait mis du parfum, comme pour une occasion. Elle m'a regardée avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, comme si j'étais devenue un animal dont elle ne connaissait plus le nom. Elle a demandé « Alors, tu as postulé où ?» J'ai dit un nom, un seul, calmement. MIT. Je l'ai dit comme on avoue quelque chose de personnel, pas comme une annonce. Elle a cligné des yeux, puis elle a ri, nerveuse. « Ah oui, rien que ça ?» Jessica a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon frère, assis sur le canapé, a dit « Mais pourquoi tu m'as rien dit ?» Et c'est là que j'ai senti la tristesse, la vraie, pas celle qui pique, celle qui tombe lentement. Parce que je n'avais pas rien dit par stratégie, je n'avais rien dit parce que, dans cette maison, mes mots disparaissaient souvent avant d'atteindre les autres. J'ai expliqué, en phrases courtes, qu'il y avait des aides, des montants, des options. Je n'ai pas sorti les chiffres, pas encore. Je ne voulais pas que ça devienne une guerre de montants. Je voulais juste respirer. Amanda m'a envoyé un message. « J'ai entendu, tu vas bien ?» J'ai répondu « oui », mais j'ai ajouté « je sais pas ». Et c'était la première fois que je m'autorisais à ne pas être nette. Je me suis couchée tôt ce soir-là, et pourtant je n'ai pas dormi. Je revoyais la cuisine, le torchon, la voix au téléphone, et je savais que ce n'était pas la fin d'une scène, c'était le début d'une distance. Les jours suivants, ma famille a fait ce que font les gens quand ils découvrent qu'ils se sont trompés. Ils ont réécrit le passé. Jessica disait « Je savais que tu pouvais ». Margaret racontait à Sarah que ça ne m'étonnait pas, comme si elle m'avait toujours vue ainsi. Mon frère, lui, oscillait entre fierté et gêne, comme s'il ne savait plus quel rôle jouer près de moi. J'ai sorti un soir le papier du SAT. Je l'ai posé sur la table, pas comme une revanche, plutôt comme une pièce d'identité qu'on n'a jamais montrée. Jessica a regardé 1580, puis a murmuré « Pourquoi tu me l'as pas dit ?» J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas de réponse qui ne fasse pas mal. Plus tard, un autre mail est arrivé, et cette fois j'ai ouvert devant elle, parce que je voulais arrêter de trembler seule. 950K. Renewable Grant. Jessica a mis sa main sur sa bouche, comme si elle avait avalé un mot trop gros. Margaret a dit « Bon, alors finalement, tu vas t'en sortir ». Et j'ai senti que même ça, elle le disait comme si c'était une surprise agréable, pas une vérité. On a parlé de budget, de formulaire, de signature, des choses banales. Et pourtant, je sentais un fil se tendre en moi, la certitude que je ne voulais pas devenir un projet familial. Je voulais partir, oui, mais pas pour être admirée, pour ne plus être interprétée. Dans ma chambre, j'ai commencé à trier mes affaires, des piles, des sacs, des photos, une boîte où j'ai mis les brochures sans les regarder. Et au milieu de tout ça, il y avait une émotion que je n'arrivais pas à nommer, un mélange de soulagement et de deuil. Je n'avais pas gagné quelque chose, j'avais juste trouvé une sortie, et je savais, sans vouloir l'admettre, que sortir allait aussi vouloir dire laisser certains liens se détendre, peut-être pour de bon. Quand je suis partie, il n'y a pas eu de grande scène. Il y avait des cartons, un ruban adhésif qui se collait mal, et la voiture de Jessica qui sentait le désodorisant. Margaret a insisté pour faire une photo devant la porte, moi tenant un sac trop lourd, mon frère à côté, souriant comme pour une cérémonie qui n'était pas vraiment la sienne. Sur le trajet, Jessica parlait trop,
comme si elle voulait remplir chaque seconde pour éviter d'entendre ce qui se passait en dessous. Moi, je regardais la route, les panneaux, le ciel gris. Arrivé, le campus semblait irréel, pas à cause de la beauté, mais à cause de la normalité des gens. Ils marchaient comme s'ils avaient le droit d'être là. J'ai rencontré des conseillers, j'ai signé des papiers, j'ai posé mes draps sur un lit étroit. Le soir, dans la chambre, les bruits du couloir me donnaient l'impression d'être dans un hôtel. J'ai pensé à ma cuisine, au torchon, au téléphone. J'ai reçu un message de Sarah. « Je suis fière de toi ». J'ai pleuré en silence, pas longtemps, juste assez pour sentir que quelque chose s'ouvrait. Les semaines ont été dures, pas dramatiquement dures, juste exigeantes. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai appris à demander de l'aide sans m'excuser. Un jour, j'ai reçu un mail qui parlait de Phi Beta Kappa, et j'ai dû chercher ce que c'était, parce que personne chez moi n'en avait jamais parlé. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai appelé Jessica pour lui demander si elle allait bien, et elle a parlé du temps, des courses, de Margaret. J'ai compris que nos conversations allaient rester comme ça, des petites bouées, et ça me convenait, même si ça faisait un peu mal. Je n'avais pas besoin qu'elle me valide, j'avais besoin qu'elle me laisse respirer. Et je sentais, doucement, que ma vie commençait à m'appartenir, pas comme un trophée, mais comme un endroit où poser mes épaules. Les années ont passé d'une manière discrète. Je suis rentrée parfois pour les fêtes, j'ai dormi dans ma vieille chambre, et je voyais que Jessica avait déplacé des meubles, comme si elle essayait d'actualiser la maison sans toucher aux habitudes. Margaret posait des questions, mais toujours avec cette prudence, comme si elle craignait de tomber sur un mot qu'elle ne comprendrait pas. Mon frère parlait de son travail, de ses collègues, et il avait grandi d'une manière que je ne lui connaissais pas, moins sûr, plus humain. Une fois, il a dit « Je crois que je t'ai sous-estimé ». Il l'a dit sans se regarder, comme s'il avouait une faute ancienne. Je n'ai pas su quoi répondre, j'ai juste dit « c'est bon ». Et c'était vrai, en partie. J'ai eu mes propres cérémonies, des salles où on m'a serré la main, des moments où j'ai reçu des mentions de graduation honors, mais je les ai vécues comme on vit une météo. C'était là, ça passait, et le plus important restait invisible. J'ai commencé à travailler ensuite, un poste où on me payait mieux que ce que Margaret imaginait possible, et je n'ai pas utilisé ce chiffre comme une arme. Quand Jessica me demandait « Tu t'en sors ?», je répondais « oui ». Elle avait l'air soulagée, comme si elle avait attendu ce oui pendant des années. Plus tard encore, j'ai accepté un programme de doctorat entièrement financé et je l'ai dit à Sarah sur un ton presque neutre parce que j'avais peur que, si je le disais trop fort, ça devienne un autre mythe familial. Sarah a juste répondu « D'accord, tu veux que je t'envoie un colis ?» Cette simplicité m'a touchée plus que n'importe quel discours. Je ne cherchais plus la reconnaissance, je cherchais la continuité. Et je savais que l'appel du doyen n'était plus un sommet, c'était juste le moment où ma voix avait enfin traversé la cuisine. Aujourd'hui, quand je repense à cette cuisine, je ne ressens plus cette brûlure de honte. Je revois plutôt la lumière, le carrelage, la façon dont Jessica essuyait ses mains sur le torchon comme si elle pouvait effacer l'inconnu. Je suis retournée chez Margaret récemment, un après-midi de printemps. Les fenêtres étaient ouvertes et l'air sentait les arbres humides. Elle m'a servi du thé et on a parlé de choses petites, la santé de Sarah, le jardin d'Amanda, les nouveaux voisins. À un moment, Margaret a dit, comme en passant, « Tu sais, je ne comprends pas tout ce que tu fais, mais tu as l'air calme. » Je me suis surprise à sourire. Pas un sourire de victoire, un sourire de repos. Parce que c'était ça le vrai changement. Je n'avais plus besoin d'expliquer, ni de convaincre. Jessica m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture, elle a hésité, puis elle a dit « Je suis désolée si je t'ai rangé quelque part ». Sa voix tremblait un peu, et j'ai entendu dans cette phrase toutes les années où elle avait confondu protection et limitation. Je lui ai répondu doucement « Je sais ». On s'est prises dans les bras, maladroitement, comme deux personnes qui apprennent un nouveau geste. Sur la route du retour, j'ai baissé le volume de la radio jusqu'au silence. Je pensais à l'époque où je gardais des mails non ouverts, où je laissais sonner des numéros inconnus, où je cachais une feuille dans une pochette bleue comme si c'était une faute. Je ne ressens plus le besoin de ressortir ces preuves. Elles existent, mais elles ne me tiennent plus. J'ai appris à vivre sans leur regard constant. Et ce détachement n'a rien d'une punition, c'est juste une forme de paix. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai posé mes clés sur la table et j'ai regardé mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun suspense, juste une soirée ordinaire. Et ça m'a semblé, étrangement, être la chose la plus précieuse que je pouvais garder.